Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit? Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent? Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir? Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants, telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec le comédien Grégory Montel, qui ne s'éloigne jamais trop de Digne-les-Bains, sa ville natale. Il nous raconte comment il s'y implique dans la vie culturelle, avec notamment le cinéma au top, dont il souhaite faire un vrai lieu de vie artistique ouvert à tous. Mais aussi comment, aujourd'hui, Marseille est devenu un port d'attache pour lui et ses enfants. Celui que vous connaissez sans doute grâce à son personnage de Gabriel dans la série 10%, revient sur les planches pour un hommage à Claude Nougaro. La scène, là où il se sent le plus heureux. Et il y a fort à parier que son bonheur sera contagieux. Bonne écoute. Bonjour Grégory. Bonjour Caroline. Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, que diriez-vous ? C'est pas évident tout ça. Je me présenterai en disant bonjour, je m'appelle Grégory Montel. Je dirai d'où je viens parce que c'est important. Je viens de Digne-les-Bains, c'est l'endroit où je suis né. Plus globalement, je suis un acteur de théâtre, de cinéma, et puis aussi, c'est ma fierté du moment, un acteur du territoire, parce que j'ai envie de m'engager sur mon territoire, ça m'intéresse. On va y revenir. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui et qu'avez-vous fait ces derniers jours qui vous ait rendu heureux ? Ah, je vais bien. Je vais plutôt bien aujourd'hui. Hier, j'allais moins bien. J'allais moins bien parce que je trouve que je fais un métier difficile qui met souvent les nerfs et la confiance à l'épreuve. Mais hier soir, j'ai bien travaillé, j'ai appris mon texte. Ce matin, j'ai amené mes enfants à l'école et du coup, ça va mieux. Mais il y a toujours beaucoup de mauvaise conscience dans notre métier parce que c'est un métier où on ne cesse jamais de travailler. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu ça. On va en parler tout à l'heure, ça. Mais là, on va revenir, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes né à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, en 1976. Elle ressemblait à quoi, votre enfance dans le 04, dans une famille de commerçants, je crois? Oui. Moi, mon enfance, elle ressemblait à une enfance un peu rêvée, hein. C'est-à-dire que j'avais des parents aimants, des grands-parents aimants, les quatre, ma grand-mère paternelle, chez qui j'allais manger tous les midis, chez qui j'allais dormir le soir, qui m'a en partie élevé, ma grand-mère maternelle et mes grands-parents maternels chez qui j'allais en vacances, entre Mézelles, qui est un petit village à 10 km de Digne, et Bandol, que vous connaissez aussi. Donc j'étais heureux, quoi. J'étais très heureux. Puis j'avais beaucoup d'amis. Je faisais du tennis, du rugby, du football, de l'athlétisme. Voilà, j'ai cette chance-là qui m'a probablement donné un équilibre. Voilà, donc une enfance heureuse. C'est pas très original. Non, mais on adore ça. Disons que on préfère ça. Oui, on préfère ça parce que oui, j'ai appris à comprendre qu'il y avait eu des enfances. Enfin, j'ai compris que toutes les enfances ne sont pas aussi joyeuses que la mienne. Ouais. Alors, on va se projeter un peu. Je vais vous demander d'imaginer, parce qu'on fait de l'audio, mais on a envie que celles et ceux qui nous écoutent comprennent un petit peu d'où vous venez. À Digne, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentiez quand vous ouvrez les fenêtres le matin ? À Digne, alors tout dépendait de l'époque, hein, parce qu'à Digne, quand j'ouvrais les fenêtres de la maison au printemps, évidemment, c'était l'odeur des... Je pense aux oliviers systématiquement parce qu'il y avait toujours beaucoup d'oliviers. On avait un petit jardin à la maison, il y avait beaucoup d'oliviers. Et que, mine de rien, l'olivier, il a une odeur. Et en hiver, c'était quand même l'odeur un peu de la fraîcheur matinale, quoi, de la rosée du matin. Ça, c'est très clair. Parce qu'à Digne, il fait froid le matin. On est à 700 mètres d'altitude. On est au milieu des montagnes et j'étais heureux. Puis après, je descendais et j'allais prendre le bus pour aller à l'école. Mais il faisait assez froid et le froid a une odeur.
Alors aujourd'hui, nous enregistrons à Marseille. On est dans un très joli bar d'hôtel. C'est ici que vous vivez désormais. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer vivre ailleurs qu'ici d'ailleurs? Non, je me pose souvent la question de savoir si je suis plus heureux ici ou à Paris. Ça va vous étonner pour quelqu'un du Sud, mais Paris m'a beaucoup marqué. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en vivant 20 ans à Paris, c'est la majeure partie de ma vie d'adulte qui s'est passée à Paris. Et puis beaucoup de rencontres. Paris me manque parfois, très fort. Je vais rester ici parce que j'aime cette ville et que je m'y sens bien. Et puis je vois bien que mes enfants y sont heureux. Mais parfois, Paris me manque. Ouais, me manque beaucoup. Parce que Paris, ça reste Paris. C'est une espèce d'émulation permanente pour nous qui sommes dans ce métier-là, dans les métiers de l'art et de la culture en général. Il y a une émulation très très forte où c'est un sujet qui est presque permanent à Paris. La culture, le patrimoine, les arts, la musique, le théâtre. À Marseille, on parle de choses tout aussi importantes, mais qui ont plus un rapport avec l'eau, le temps et le soleil. Et c'est formidable. Mais je sais pas comment dire. Et pourtant, je suis en train de me rendre compte à quel point il se passe des choses à Marseille. Il se passe toujours quelque chose. Et c'est peut-être pas encore rentré dans mon inconscient que je pourrais sortir tous les soirs à Marseille si je le voulais et voir les plus belles pièces. À Paris, justement, comment vos origines régionales sont perçues ou l'ont été à vos débuts? Très rapidement, surtout quand on fait de la comédie, très rapidement, les gens sont systématiquement obnubilés par l'idée de l'accent. Sachant que j'ai pas un gros accent, vous pouvez l'entendre, j'ai pas un accent énorme. J'avais probablement davantage d'accent lorsque je suis arrivé à Paris en 2001, mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Alors après, ça a évolué ça aussi, mais il y a 20 ans, il y avait encore un côté. Alors, comment ça va, mon petit? Qui était très agaçant, hein. Je peux pas le nier. C'est très agaçant cette chose-là. Paris est Paris, hein. Donc il y a un fort sentiment de supériorité et la différence. Enfin, en tout cas, le côté province, ça continue de les faire beaucoup rire. C'est comme ça. Ça s'efface avec le succès. On t'en parle moins. On m'en parle moins parce que j'ai l'impression que oui, l'accent c'est un petit peu dissous, mais c'est un sujet. Ça reste un sujet. Ça reste un sujet, ouais. Alors, on va faire un saut dans le temps pour comprendre la jeunesse de ton parcours. Impossible de ne pas évoquer cette révélation pour le théâtre, alors que vous aviez 13 ans seulement. On vous a proposé le rôle de Chérubin dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais, c'est ça? Oui. Donc, j'ai revu récemment, la professeure de français qui m'avait fait travailler, qui est venue voir un film à Digne l'autre jour, et qui m'a donné des photos d'ailleurs. Donc, c'est ça, c'est Chérubin, 13 ans. Je crois que c'était en 4e, en fait c'était en 3e. Et ouais. Alors comment dire, sans tomber dans le cliché, mais effectivement la scène c'est un truc assez unique. C'est un sentiment assez unique à la fois de grande solitude et parce que il y a une grande solitude sur scène. En même temps il y a plein de gens qui vous regardent, donc c'est très étrange. Et cette chose-là m'a plu. Non pas de me mettre en scène parce que c'est pas moi qui me suis mis en scène, mais je sais pas de se donner en spectacle. Et ce retour immédiat aussi. Ouais, je sais pas, c'est vraiment ça en fait, c'est se donner en spectacle, c'est-à-dire de s'avouer, de s'avouer aux gens, de dire voilà je suis comme ça. Et je me rappelle que je suis rentré sur scène et j'ai muté en quelque sorte. Il y a un truc dans mon cerveau qui a fait et j'ai muté et je me suis montré tel que je ne l'avais jamais fait, ni auprès de mes professeurs, ni auprès de mes amis, et j'ai été totalement, probablement moi-même. Donc c'est resté dans mon cerveau. J'ai vite refermé cette boîte parce que ça fait peur, hein, d'être sans filet, sans filtre. Donc j'ai vite mis une boîte là-dessus pour pas que. Et puis j'ai fait mes études bien sagement. De droit. Des études de droit. Et puis à l'issue des études de droit, j'ai réouvert la boîte de Pandore en quelque sorte, et je me suis dit on va faire sortir le petit diable qui est en moi et le petit clown aussi et tout ça quoi, parce que et on va voir s'il a quelque chose à raconter et puis s'il a du talent ou pas. Et après l'idée c'est de se confronter à ça. Première chose c'est de savoir s'il y a quelque chose, s'il y a du talent un petit peu, s'il y a une singularité. Et ça je l'ai perçu assez vite qu'il y avait une singularité.
Le talent, il était pas énorme, mais j'étais très volontaire. Et surtout, je me suis rendu compte que tout en étant très feignant, j'avais énormément de pugnacité. Et je pense que c'est aussi une des choses importantes quand on est comédien, c'est d'être pugnace et de se dire que ce n'est jamais perdu. Alors de la genèse, donc de tes 13 ans à ton actualité de ces derniers mois, je vais te citer 3 films: Rose, Cher Léa, Livre Garance, je n'en cite que 3. Bon, il y a eu Le Cours Florent, la rencontre avec Dominique Besnéard et évidemment le rôle de Gabriel, l'agent de star dans la série 10%. Est-ce qu'on peut dire que ce rôle a changé votre vie? Oui, bien sûr, il a changé ma vie, évidemment, il a changé ma vie, mais c'est une accumulation de petites choses, quoi. C'est-à-dire que je pense que ce personnage de Gabriel n'aurait pas été aussi vivace si derrière il n'y avait pas eu un travail fait, notamment avec mon ami Grégory Magne, ce film qui est très important pour moi, qui s'appelle L'air de rien, et qui m'a permis d'être révélé aussi auprès non pas du public, parce que le public l'a vu mais peu, mais qui m'a permis de me révéler dans cette profession. Et je pense que si j'avais pas fait ce film, Cédric Lapiche ne m'aurait pas vu. Donc c'est quand même un petit mélange de choses. Mais après, ce personnage, il était fait pour moi. De toute façon, ce que j'ai dit à Cédric et à Lola et à Antoine Garceau, les réalisateurs, j'aurais dit, mais moi, je j'ai pas à travailler. Enfin, je vais travailler ce personnage, mais je n'ai pas à le travailler. Il vous ressemble? Il me ressemble énormément, donc voilà, je me suis amusé avec ça, quoi. Alors, retour sur les planches, ce sera aux Bernardines du 13 au 28 janvier dans Ici Nougaro. Oui. Alors, c'est en duo avec le musicien Lionel Suarez et c'est mis en scène par Sharif Gattas et vous-même. Oui. Alors, dites-moi plus. Bon, Sharif, dont vous parlez, le metteur en scène et l'auteur surtout de cette pièce, c'est un ami de longue date maintenant. Ça fait 20 ans que je le connais. On s'est rencontrés à Paris dans une pièce de théâtre. Je me rappelle, c'était Laure de Clermont-Tonnerre qui me l'avait présenté. À l'époque, je jouais avec Laure au théâtre. C'était très, très chouette. On jouait avec Goldoni. Et il me dit, voilà, j'ai écrit une pièce de théâtre. Est-ce que tu veux la lire? Cette pièce de théâtre s'appelait Du vice à la racine. On a joué cette pièce de théâtre. Je l'ai coproduit avec lui. On était 4 sur scène. On l'a joué un peu de partout en France. C'était un super souvenir. On est restés très amis. On n'a pas retravaillé ensemble. Et puis, il y a 1 an, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas travailler avec moi sur un projet? Je suis fan de Claude Nougaro. Je trouve que c'est quelqu'un qui a à nous raconter plein de choses sur la vie, qui peut nous, voilà, sur la vie artistique, sur l'engagement artistique, sur l'engagement même physique pour un art. Il m'a dit, je connais pas trop, mais je vais lire. Il a lu des biographies de Claude Nougaro, il a lu certains de ses textes, il a réécouté, il s'est passionné pour lui, et donc il a écrit un texte qui s'appelle Ici Nougaro. Et vous le verrez, ça me ferait très plaisir que vous veniez nous voir au Théâtre des Bernardines à Marseille, et qui raconte l'histoire d'un certain Mathias, qui est le sosie un peu raté de Claude Nougaro, qui est un artiste déclassé en quelque sorte, une sorte de gilet jaune du monde artistique, quelqu'un qui est déclassé d'abord amoureusement, ensuite professionnellement et puis globalement socialement, et qui à travers l'amour, cette espèce d'amour éperdu pour Claude Nougaro va quand même réussir à garder à ne pas perdre pied. Et c'est un très très beau texte, très poétique, dans lequel on chante, et bien sûr avec moi sur scène il y a Lionel Suarez, qui est un musicien que je connais depuis une dizaine d'années maintenant, et qui est un immense accordéoniste, qui donne ses lettres de noblesse à cet instrument qui est finalement assez peu connu, parce que connu dans un milieu qui est un petit peu dans le jazz, bien sûr, pas assez dans le jazz, mais surtout connu pour côté très festif, côté musette, etc. Alors que l'accordéon, c'est un instrument quasi symphonique, parce que il est d'une densité incroyable. Et puis Lionel, c'est un génie, certes, mais c'est aussi quelqu'un qui est très très ouvert sur toutes les musiques. Et moi, je suis sorti de répétition il y a 15 jours. Et puis à un moment donné, j'étais en train de faire un monologue, enfin, j'avais une scène assez importante. Puis d'un coup, j'étais en train de jouer comme ça, on travaillait. Et derrière, j'entends, et il me jouait du Radiohead, il me jouait Exit Music for a film, Music for a film, Exit Music, le morceau de Radiohead, avec une espèce de
avec une espèce de langueur. C'était magnifique. Et moi, d'un coup, le texte prenait encore une autre dimension. Et donc, oui, c'est un accordéoniste qui joue du Radiohead, qui joue toutes sortes de musique, et qui va vous surprendre. Parce qu'il fait de l'accordéon, un espèce d'instrument multivocal, quoi. Alors, retour aux sources, à Digne, donc, dont vous ne vous éloignez jamais trop, avec ce merveilleux projet de réhabilitation du cinéma, Le Top. Je crois savoir que c'est là que Belmondo vous a donné envie de devenir acteur, et le festival associé qui s'appelle Au Top. Dites-nous tout. C'est un projet de longue haleine. Hein. J'avais pas prévu ça au début, j'avais pas pensé que ce serait si long, mais ça l'est. C'est très très long, les projets comme ça, parce que c'est un projet qui bénéficie de pas mal de subventions. J'en profite d'ailleurs pour remercier la région, qui a été un des principaux partenaires. C'est un projet qui sert à redynamiser un peu ces centres-villes, ces centres-villes de villes moyennes. Digne est une ville moyenne, une préfecture qui souffre énormément en son cœur, parce que c'est une ville qui a beaucoup souffert de la concurrence des centres commerciaux et tout ça, quoi. Et elle est très paupérisée. Et je fais partie de ces gens qui pensent que les arts et la culture sont de nature à participer au dynamisme d'un cœur de ville. Donc l'idée, c'était de racheter ce cinéma qui est sur la place de la ville et d'en faire un lieu moderne, attractif, vivant, culturel, artistique, mais pas que, qui soit ouvert de 8h du matin à 2h du matin, quoi. Alors, on va terminer ce podcast avec quelques questions qui apportent des réponses courtes. Grégory, à quel moment vous êtes-vous senti le plus heureux, épanoui? Évidemment, dans des moments personnels, dans des moments très forts de vie, naissance, etc. Mais très heureux, je me sens très heureux sur scène. C'est extrêmement banal, mais sur scène, je me sens immensément heureux. À Paris, à l'étranger ou ailleurs qu'ici, est-ce que vous vous sentez ambassadeur du Sud? À Paris, oui, je suis ambassadeur du Sud parce que je porte ça en moi. À Marseille, c'est pas nécessaire parce qu'il y en a qui le font bien mieux que moi. D'ailleurs, c'est quoi pour vous le Sud? Mon Sud à moi, c'est la Méditerranée et la Provence. C'est-à-dire quelque chose de très humain, de très chaleureux et qui a un rapport direct avec le lien social, le lien affectif, un truc du bassin méditerranéen, quoi. Un truc qui a un rapport avec l'aspect tactile, voilà, tout ça. Et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même façon? Probablement, oui. Ouais. Je referais les choses de la même façon. Je perdrais du temps à faire des études, mais qui m'ont beaucoup apporté, même humainement, intérieurement. Et puis après, j'essaierai de refaire ce métier. Je pense que je suis pas capable de faire autre chose, quoi. Merci beaucoup, Grégory. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.